Depuis l'enfance, j'entendais « Paix au monde, nous sommes pour la paix, nous sommes pacifiques ». Mais ensuite, il s'est toujours avéré qu'un train blindé soufflait tombe quelque part, non loin de là. Pour la première fois, j'ai vu un dirigeant du pays qui, sans prononcer ces beaux mots, fait ce dont les bolcheviks parlaient sans cesse. Il construit la paix sur la planète. Pourquoi s'est-il impliqué dans le conflit entre le Congo et le Rwanda ? Oui, la Thaïlande contre le Cambodge, eh bien ce n'est pas son affaire, c'est complètement différent. Oui, l'Arménie contre l'Azerbaïdjan. Quel rapport cela a-t-il avec lui ? L'Inde, le Pakistan, l'Égypte, l'Éthiopie, en général, ce n'est vraiment pas son affaire. Oui, la Serbie, le Kosovo aussi. Et le dernier des conflits en cours, c'est Israël, le Hamas, eh bien l'Iran bien sûr, et la Russie, l'Ukraine. Les électeurs de Trump veulent qu'il ramène ses efforts chez lui et qu'il s'occupe de leurs problèmes. Le pays ne veut plus dépenser d'argent et d'efforts pour instaurer la paix, surtout dans des pays où l'Amérique est détestée. Eh bien, quoi que nous fassions, voilà, n'est-ce pas ? Je pense qu'ils sont jaloux à en crever et ils ne peuvent rien y faire. Pourquoi Donald Trump a-t-il besoin de ça ? C'est une question intéressante. Comment ? Je pense qu'en tant que personne rationnelle, Donald Trump comprend que la guerre ne résout rien. Quoi ? Et qu'elle ne mène qu'à la destruction de ce à quoi nous aspirons tous vraiment. La sécurité, la prospérité, la possibilité de rechercher le bonheur. Eh bien, sans la privation de propriété, oui, de liberté pour ainsi dire, et du droit de rechercher le bonheur des autres. La guerre empêche de créer de nouvelles choses, de meilleures choses, ce qui apporte des bienfaits aux gens, des objets, des situations, tout ce que vous voulez. La guerre, c'est ça. C'est, je dirais, le contraire de la nature de Trump. La suite. Parmi les conflits les plus non résolus, il y a la Russie et l'Ukraine. Et en sachant quelque chose que probablement nous ne savons pas. Donald Trump essaie encore et encore d'arrêter les ennemis qui, en réalité, veulent continuer à se battre, malgré toutes les pertes, les morts et les souffrances de leur peuple. En ce moment, je ne sais pas. C'est la 164e, la 939e, la 867e fois. Kouchner et Witkoff sont partis pour Moscou. Nous... Suivons également la situation à Moscou, où en ce moment même, le président Vladimir Poutine reçoit l'envoyé spécial des États-Unis, Steve Witkoff, et Jared Kushner, le gendre du président. D'importantes négociations durent déjà depuis plus de 3 heures. Ils discutent d'une possible voie vers la paix en Ukraine. Nous donnons la parole à Mathieu Chance de CNN en direct de Moscou. Y a-t-il des signes de la part du Kremlin sur la façon dont ils estiment que ces négociations se déroulent ? Eh bien, pour l'instant, non, malheureusement. Nous sommes actuellement dans une sorte de vide d'information. Nous attendons pour le moment. Je viens d'écrire au porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, pour savoir si les négociations touchent à leur fin, s'il peut décrire l'ambiance dans la salle ou quelque chose de ce genre. Mais il n'y a pas eu de réponse. Il a dit plutôt que ces négociations ne seraient pas limitées dans le temps. Elles durent déjà depuis environ 3 heures et quart. Elles sont assez approfondies et intense. On m'a également informé plus tôt au Kremlin qu'il y aurait ensuite un briefing donné par l'un des responsables russes présents dans la salle autour de la table. Yuri Ushakov, l'assistant du président pour les affaires étrangères, est assis, si vous avez vu ces photos de la table, il est assis à la droite de Vladimir Poutine. La principale mission de l'envoyé spécial du président Trump, Steve Witkoff, ainsi que du gendre du président, Witkoff participe également à ces réunions. Elle consistera à évaluer dans quelle mesure le Kremlin est prêt à accepter des compromis et des décisions élaborées entre les responsables américains et ukrainiens au cours de la semaine dernière à Genève, ainsi que récemment ce week-end en Floride, où l'on a tenté de trouver des solutions créatives pour contourner les principales lignes rouges de l'Ukraine, comme son désir d'adhérer à ainsi que l'exigence de la Russie selon laquelle l'Ukraine doit céder les territoires qu'elle a annexés, mais qu'elle n'a pas encore conquis. Ce sont d'énormes problèmes pour le plan de paix soutenu par les États-Unis. État-major, certaines solutions sont en discussion, bien qu'elles ne soient pas encore approuvées.
Et maintenant, Wittkop et Kouchner présentent ces solutions au Kremlin pour savoir si Vladimir Poutine a le moindre intérêt pour cet accord. À vous la parole. Très bien. Matthew Chance en direct de Moscou, merci. Passons à Nick Payton-Walsh de CNN à Kiev. Nick, comment l'Ukraine voit-elle ces négociations? En résumé, une forte inquiétude subsiste sur ce que Steve Wittkop a présenté au Kremlin lors de ces négociations. De toute évidence, c'est le résultat d'heures, voire de jours, où il a vraiment, je pense pour la première fois, eu des échanges détaillés avec l'équipe de négociation ukrainienne en Floride. Une seconde rencontre a eu lieu tôt lundi matin entre Wittkop et le principal négociateur ukrainien du week-end. Ensuite, se plan sur la route vers Moscou. Wittkop s'entretient par téléphone avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron et Keir Starmer, informant aussi les alliés européens. Le ton de Zelensky, je pense, est intéressant. Il a essayé de souligner ici deux questions. La nécessité de la dignité dans toute proposition concrète qui est avancée. On suppose qu'ils sont intéressés et coopèrent, mais ils ne savent pas comment cela sera formulé et présentent cela, selon moi, comme une proposition américaine. Bien qu'ils soient sans aucun doute pleinement informés et qu'ils ne soient peut-être pas d'accord avec ce que Wittkop présente à ce sujet. Et en même temps, ils soulignent aux Ukrainiens la nécessité d'une garantie de sécurité, afin que si l'Ukraine fait des concessions douloureuses, il y ait des garanties de sécurité de la part des États-Unis et de l'Europe. Ce qui signifie qu'ils n'auront pas à faire face à une troisième ou une quatrième invasion, selon la façon dont vous comptez, dans les mois à venir. C'était un passage passionné du discours de Zelensky aujourd'hui en Irlande, où il serait en mode attente au cas où il devrait d'urgence s'envoler pour les États-Unis pour rencontrer Trump. Le temps de vol depuis là-bas est court. Et en même temps, on entend moins Zelensky parler du concept de ligne rouge, de concession territoriale. En effet, il a dit avoir vu ses négociateurs passer 6h30 à discuter de l'endroit où les lignes de front pourraient potentiellement être tracées en cas d'accord. Il semble donc que la question du territoire ici, soit peut-être à l'ordre du jour. Il est aussi notable qu'après une semaine de fuite sur 28 points, 19 points et divers plans, nous savons peu de choses sur les détails concrets proposés par Wittkop. Je pense que cela a été fait pour que le Kremlin n'apprenne pas le plan d'abord par les médias et peut-être aussi pour que Zelensky ne paraisse pas publiquement avoir accepté une concession que Poutine pourrait ensuite rejeter. Mais au final, les Ukrainiens voient ici la Russie progresser sur le front, déclarant probablement avec une certaine exactitude le contrôle du nœud stratégique de Pokrovsk sur le front Est. Et ils prennent aussi conscience du froid ici, de l'hiver rigoureux qui approche, des dégâts causés par les bombardements nocturnes. Et, en fin de compte, la faiblesse politique de Zelensky à cause du scandale de corruption. Le principal problème de Zelensky. Il ne s'agit pas de garantie de sécurité pour le pays, mais de garantie de sécurité pour lui et ses complices. Disons-le ainsi, oui. Vladimir veut inclure une clause sur la non-poursuite des dirigeants de l'Ukraine pour aucune action commise pendant la guerre. Eh bien, il s'agit de la guerre avec la Russie, oui. Mais le point proposé par l'Ukraine a été perçu par le peuple, ce même peuple ukrainien, comme une tentative américaine de ne pas punir les Russes pour les crimes de guerre. La société s'est insurgée. En réalité, les corrompus ukrainiens au pouvoir veulent légaliser leurs millions, voire leurs milliards volés. Ils veulent obtenir l'indulgence pour tous les crimes qu'ils ont commis depuis 2022, voire depuis 2014. Comme l'a fait Joe Biden, il a accordé de telles indulgences à environ 8000 personnes chez nous. Bien sûr, la Russie voit quels scandales se produisent en Ukraine, comment l'enthousiasme des Européens diminue. Et surtout au Kremlin, ils comprennent bien que l'Ukraine va très probablement perdre le soutien financier des États-Unis. Je ne sais pas, ne donnons pas de date, mais cela arrivera bientôt. Nous continuerons à suivre cette histoire. Pour approfondir, j'accueille l'ex-ambassadeur des États-Unis en Ukraine, William Taylor, en direct de Kiev. Je suis ravie de vous voir, monsieur l'ambassadeur. Merci Linda, je suis ravi d'être ici. Alors, pendant que nous parlons, Vladimir Poutine rencontre des représentants des États-Unis, l'envoyé Steve Wittkop et, bien sûr, Jared Kushner, le gendre du président, après avoir précédemment accusé l'Europe de bloquer les efforts de paix des États-Unis.
À quoi ressemblait l'accord de paix initial proposé par les États-Unis avant les retours de l'Europe et de l'Ukraine, et comment a-t-il évolué depuis? Linda, nous ignorons à quel point cela a changé. Nous connaissons le premier accord, appelé le plan en 28 points, qui apparemment a été élaboré par les Russes et transmis à Steve Witkoff, qui y a apporté quelques modifications. Et les Russes ont divulgué le plan en 28 points. Et vous, nous et tout le monde avons lu chaque point de ce plan. Et les gens ont été très surpris de voir à quel point il était pro-russe, jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'il avait été élaboré par les Russes. Les Russes ont inclus dans ce plan ce qu'ils voulaient et ils en étaient très satisfaits. Et le président Poutine a sans aucun doute approuvé ce plan puisque ces hommes l'ont élaboré. Mais Européens et Ukrainiens ne l'ont pas fait. Et Marco Rubio a réuni les Européens et les Ukrainiens et a proposé un autre plan en 19 ou 20 points qui plaît beaucoup plus aux Ukrainiens. Le problème, c'est que le plan proposé par l'Europe et l'Ukraine ne sera même pas discuté par la Russie. Pour l'instant, il n'est pas clair comment on peut prendre ces deux plans. Je veux dire le plan ukraino-européen et le plan américano-russe, et les combiner de manière à ce que les deux parties soient d'accord. D'ailleurs, il existe une légende en Ukraine selon laquelle ce texte aurait simplement été écrit en russe, puis traduit par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. En gros, c'est complètement n'importe quoi, une absurdité totale. Ils essaient ainsi de nous discréditer en disant que les Américains sont avec les Russes contre nous, et ainsi de suite. Et moi, je ne sais pas comment on peut concilier ces deux plans différents. Mais encore une fois, il est possible que Kushner, Rubio, Witkoff, Trump sachent quelque chose que nous ne savons pas. Et c'est pourquoi ils continuent tant de pousser vers un accord. Cela nous semble impossible, mais parfois l'impossible arrive. En Ukraine, même la classe dirigeante commence enfin à avoir des difficultés. Avant cela, tout allait vraiment bien pour eux. L'argent dans les paradis fiscaux, les enfants à Londres, à Paris, aux États-Unis, les maîtresses pour à portée de main, les bains fonctionnent, l'argent coule à flot. Mais ces derniers temps, la situation est devenue un peu plus tendue. Donc pour l'instant, c'est juste un peu tendu. 29 novembre. Tout récemment, un membre de la Chambre basse du Congrès américain, c'est Pat Harrington. Harrigan, excusez-moi, a déclaré que plus de 360 milliards de dollars, je ne sais pas comment il a compté, sont arrivés en Ukraine de la part des pays qui soutiennent la lutte du peuple ukrainien contre les envahisseurs. C'est-à-dire, il a tout précisé, le monde entier a commencé à aider. Et de son point de vue, d'une certaine manière, il a compté que pour une noble cause, ils ont envoyé de l'aide pour la lutte de l'Ukraine contre les envahisseurs, et l'ont envoyé dans la région, ou plus de 360 milliards. Il parle bien sûr à la fois de l'argent, de l'équipement, des biens, des services, de tout cela. Depuis 1922 au total, plus de 306 milliards de dollars en armes, en primes et en argent sont arrivés en Ukraine. Il s'agit de cette aide militaire qui a été en partie détournée. Peut-être même par ceux qui ont donné cet argent, oui, c'est-à-dire par les nôtres aussi, oui. Peut-être aussi en collaboration avec ceux qui étaient responsables de la réception de cet argent, du transfert de l'argent, des armes et des ressources. Qui sait quel plan ils imaginaient là-bas. En Ukraine même, en 1924 925, on a découvert, disons-le ainsi, des schémas de corruption vertigineux dans le secteur de l'énergie et des marchés publics. Eh bien, dans toutes ces affaires, selon les premières informations, bien sûr, des bandits du groupe Zelensky et Roumak sont impliqués. L'ampleur des affaires cachées est pour l'instant estimée à des centaines de millions, et non à des centaines de milliards. Mais Pete n'a pas dit que tout avait été volé, il a parlé d'une part importante. Ce sont ces centaines de millions qui ont été volés jusqu'à présent. Des ministres, d'anciens partenaires de Zelensky, ainsi que des dirigeants de l'administration présidentielle ukrainienne et son ex-partenaire Timur Mindych. Donc il y a aussi des ministres là-bas. Svetlana Grinchuk, German Galushchenko, l'ancien vice-premier ministre Alexei Tchernychev,
Le membre actuel du Conseil de défense nationale, Roustem Oumerov, probablement, oui. Mais le plus grand choc a été, bien sûr, la perquisition du comité anticorruption, dépendant de l'Amérique. C'est le Bureau national de lutte contre la corruption que les Ukrainiens n'ont jamais réussi à placer sous leur propre autorité. Donc, perquisition au domicile d'Ermak, après quoi donc Ermak a démissionné. Certains affirment qu'il est parti de lui-même, d'autres qu'il a été renvoyé ou qu'il a suivi des conseils. En gros, bon sang, qu'est-ce qui se passe là-bas? D'un côté, donc le Bureau national de lutte contre la corruption, c'est l'Amérique. Ce ne sont pas des gens à toi qu'on peut acheter ou menacer. Mais ce sont certains Américains anonymes à la CIA et à la Maison-Blanche. Va donc les atteindre. Il n'y a pas de preuve juridique directe que Volodymyr Zelensky ou sa famille se soient personnellement appropriés des sommes importantes. Pas de villa, pas de station balnéaire, pas de compte bancaire. Eh bien, alors non. Peut-être qu'il y en a ou qu'on en a trouvé, mais pour l'instant, on ne nous dit rien. Un certain nombre de sociétés offshore ont été découvertes au nom de l'épouse de Zelensky, mais elles ont été créées bien avant les élections. Et en fait, de nombreux Russes et Ukrainiens échappent ainsi à leurs propres impôts locaux. Donc, eh bien, ce n'est même pas un soupçon de crime. Est-ce qu'il y a une part pour Zelensky? Dire qu'il n'y a pas de part de Zelensky dans ce qui a été volé, eh bien, en fait, il y en a une. Vous vous souvenez, Dmitri Simonov, comment ce fameux plus jeune Biden écrivait que signifie « big guy ». Donc, je prendrai une part pour le big guy, pour le grand gars, 10% pour moi, et je vais donc lui remettre moi-même. Et si la part de Zelensky n'existe pas, alors c'est un homme qui laissait ses copains piller, tandis que lui restait assis comme un Bouddha en bois, mais avec un visage de pierre. Et si Zelensky fait partie, ou peut-être même dirige ce fonds commun, alors cela signifie que tous sont littéralement des capos. Et il faudra attraper Vladimir sur quelque chose de complètement différent. Comme les capots qu'on a piégés et emprisonnés pour évasion fiscale, et non pour meurtre et vol. À cette époque, il était pratiquement impossible de le relier au meurtre et au vol. Mais revenons, comme on dit, chez nous. J'aimerais expliquer à tous ceux qui écrivent et disent qu'au sans cesse, on accuse mais on n'emprisonne personne. Vous devez comprendre une chose, une vérité simple, il me semble, sur la légalité. Si dans les régimes dictatoriaux tyranniques, tout est simple pour ainsi dire, tout, voilà. Si le dictateur, appelez-le comme vous voulez, le décide, oui, on peut emprisonner, voler, on peut emprisonner, détruire. Eh bien, on peut, formellement, organiser un certain procès contre les ennemis, donc, comme ils les appellent habituellement, ennemis du peuple. En réalité, ce sont les ennemis du dictateur. Mais si l'État est un État de droit, les choses, Dieu merci, se compliquent. Par exemple, nous savons ce que signifie être membre du Congrès Ilhan Omar. Je vous en ai parlé hier, pour ainsi dire. Elle allait épouser un homme dont le nom et d'autres informations coïncidaient avec le nom et les informations de son propre frère. Cet homme a obtenu la citoyenneté en tant que mari d'une citoyenne, puis ils ont divorcé et il a disparu. Et Ilhan affirme qu'il n'a pas la moindre idée de l'endroit où il se trouve. En même temps, Ilhan a indiqué, disons, dans la déclaration fiscale, elle l'a déclaré pour ainsi dire, mais elle a appelé son petit ami son mari. Ils ont déclaré leurs impôts comme mariés. Donc soit elle a menti sur le mariage, soit elle a menti sur les impôts, soit elle a menti sur les deux. Et tout le monde comprend bien qu'elle trichait. C'est évident. Mais il y a une certaine distance entre ça et le prouver devant le tribunal. Du point de vue du tribunal, le mari doit soi-disant être vérifié pour la do not resuscitat et, pour ainsi dire, et le frère doit aussi être vérifié, c'est-à-dire... Mais comment vérifier l'absence du mari quand il n'est pas là? Il faut des témoins pour prouver que le mari et le frère sont la même personne, ou d'autres témoins. Donc il ne s'agit plus de simples soupçons, mais de preuves. Concernant la déclaration fiscale, Ilhan a admis s'être trompé.
ne rien y comprendre, avoir signé par erreur et payé une amende de 500 ou 5000 $. Un tribunal dans un état de droit a besoin de preuves, pas de soupçons, et celui qui porte plainte doit présenter ses preuves. Parce que notre pays fonctionne selon la présomption d'innocence. Cela veut dire que tu es innocent tant que le contraire n'a pas été prouvé, et non l'inverse, comme c'est le cas dans les régimes dictatoriaux ou terroristes. Tu es coupable, eh bien simplement parce que j'ai envie de manger. C'est pourquoi l'enquête prend du temps, elle est donc minutieuse, rigoureuse, afin que ces preuves ne puissent pas être contestées au tribunal. Alors, avant d'écrire des bêtises du genre « de toute façon personne ne sera puni », demandez-vous « voulez-vous du travail bâclé ?» mais avec le risque que le client s'en sorte et parte, ou lentement, longtemps, mais avec tous les faits. Personnellement, je me fiche que ce soit long et lent. L'essentiel, c'est que le client ne s'échappe pas. Au fait, avez-vous remarqué combien de problèmes les juges ont causé lors du procès de Comey, Letizia et James? Les procureurs auraient été nommés à tort, ce qui fait qu'ils sont tous procureurs. Donc ce qui a été apporté au tribunal est annulé. L'affaire est déjà allée à la cour d'appel, et là aussi, ils ont dit qu'il n'y avait que des démocrates, ils ont aussi dit que ça va être terrible, que l'affaire ira même jusqu'à la Cour suprême. Cela signifie simplement que ça ralentit. C'est-à-dire exactement ce que le procureur ne voulait pas, il voulait justement que ça aille plus vite. Et cette fameuse défense, naturellement, essaie de gagner du temps, de tirer en longueur encore et encore. Comme on dit, soit l'âne mourra, soit l'empereur sera réélu. Lors de sa nomination, le procureur n'a pas signé un papier ou reçu un certificat. Le criminel peut être libéré sans sanction à cause de cela. Alors, il ne faut pas montrer... C'est un message que j'ai pour vous. Ne montrez pas votre ignorance des processus américains quand vous écrivez des commentaires sous mes vidéos. Avant d'écrire, si vous êtes sûr de quelque chose, vérifiez d'abord. Je ne peux plus répondre tout le temps à la même chose, encore et encore. Il y a 2 points. Le mémorandum de Budapest, auquel vous êtes tenu. Mais l'avez-vous lu? Silence. Lisez-le. Le silence disparaît à jamais après lecture. Ensuite, il y a la question suivante. L'avez-vous lu? Et vous, selon le mémorandum de Budapest? Eh bien, ce genre de choses. Et ça, c'est la deuxième chose. Donc. Là-bas, on parle tout le temps, et personne n'a encore été exécuté, expulsé ou emprisonné. Oui, messieurs. Pour l'instant, personne n'a été emprisonné, exécuté ou expulsé. Parce que chez nous, cela s'appelle la procédure régulière. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un certain processus avant que cela ne commence. Et il y a des étapes, il y a des démarches par lesquelles il faut absolument passer. C'est long, c'est agaçant. Oui. L'élection de novembre 2020 va dépendre de son équité ou non et de l'état de l'économie. La gauche le sait, ils savent 2 choses. Premièrement, qu'il y a une énorme croissance prévue dans la production de pétrole et de gaz naturel. Deuxièmement, la déréglementation et la réduction des impôts sont prévues tout par ce projet de loi formidable qui entrera complètement en vigueur en 2026. Environ 10 000 milliards de dollars d'investissements étrangers, soit la moitié des promesses, mais c'est énorme, 7 à 8 fois plus que ce qu'a obtenu Biden sa dernière année au pouvoir. Si vous mettez tout ensemble, l'économie qui prospère actuellement lors du Black Friday après Thanksgiving a réalisé près de 11 milliards de dollars de ventes en ligne. C'était un record. Non seulement c'est mieux que l'année dernière à la même période sous Biden, mais c'est aussi mieux que lorsque j'étais... L'économie est déjà forte et vous pouvez imaginer que ces catalyseurs et ces incitations qui arrivent, la déréglementation, la réduction des impôts, les investissements étrangers à grande échelle, l'expulsion de 2 millions de personnes des États-Unis chaque année, qui bénéficiaient probablement de la sécurité sociale et étaient impliquées dans de nombreux cas de criminalité. Vous voyez ce qui va se passer. L'économie va prospérer en 2026 et la gauche le sait. Alors, quelle est leur stratégie? La gauche sait parfaitement ce qui conduit exactement au bien-être du peuple. Mais s'ils savent pourquoi, ils font l'inverse.
Une raison très simple. Messieurs, il est plus facile de gouverner si nous dépendons du dirigeant. Marx a écrit que tant que la bourgeoisie a de l'argent, ils ne pourront pas le faire. Par conséquent, il est nécessaire d'aspirer l'argent par les impôts et d'autres moyens, car sinon ils ne sont pas dépendants. Il est difficile de gouverner une telle personne. Comment la convaincre d'adopter le communisme? Et quand ils deviennent dépendants, ils seront comme des petits, criant « Hurrah » et embrassant. Alors, que pouvez-vous leur offrir? Du moins pour ceux qui peuvent leur donner ou non de l'argent ou d'autres biens. Les démocrates essaient-ils de garder le prince des ténèbres nommé Donald J. Trump? Diaboliser Doge, poursuivez l'ICE, organisez un théâtre de rue. Désordre, traitez-les de Gestapo, dites qu'ils sont pires qu'Hitler. Opposez-vous à la garde nationale qui a nettoyé Washington. Appelez à la résistance de masse. Qualifiez cela d'illégal. Fermez le gouvernement. Fermez-le pendant 40 jours de plus que jamais dans l'histoire. Fermez-le sans aucun but. Ça n'a rien donné. Ça n'a soi-disant rien donné. Ils l'ont minimisé. Les sénateurs du Parti démocrate et les représentants ont réalisé une vidéo. Qu'ils le disent aux soldats américains, à tous les 3 millions de militaires en service actif, vous n'avez pas à obéir à l'ordre si, selon votre jugement juridique et votre connaissance de la jurisprudence, même en tant que personne ordinaire. Il dit, traverse cette colline, moi non, c'est illégal et ça crée des troubles. Et le clou des dossiers Epstein, vous aviez les dossiers Epstein. Sachez que Donald Trump l'a exclu de son cercle d'amis, même avant qu'il ne soit accusé de quoi que ce soit. Mais il y a environ 80 ou 90% des personnes dans les soi-disant dossiers Epstein. Ce sont des emails, des messages textes, des dossiers judiciaires, peut-être des fichiers de l'Internal Revenue Service, mais 80 à 90% sont démocrates. C'est pourquoi cela n'a pas été divulgué sous l'administration démocrate. Peu importe les dossiers Epstein, c'est l'affaire Epstein. Et maintenant, Donald Trump dit enfin, d'accord, ils sont publiés. Et qu'est-ce qu'on entend? Silence. Peut-être un peu sur Larry Summers, sur la démocratie, mais silence. Pourquoi les gauchistes refusent-ils de republier tous les noms? Parce qu'ils ont plus de donateurs démocrates que Trump n'a de donateurs républicains qui en parlent. Donc, ces dossiers Epstein, comme le confinement, comme les rues, comme toutes ces vidéos, comme tout ce vocabulaire sale, ils ont été créés pour une seule chose, une seule raison, un seul objectif, détourner votre attention de l'économie. Quel genre De Victor David Hanson est exactement compréhensible? Même un enfant est une personne compréhensible. Voilà la clarté de pensée. Cela concerne la clarté d'expression, ou plutôt cela concerne la clarté d'expression. Ils ne font que distraire les électeurs des succès de Trump, surtout dans l'amélioration de la vie des citoyens des États-Unis. Le gaz naturel a baissé de 10%, les billets de 10%, les œufs, de 40%, les produits agricoles, les légumes et les fruits de 7%. Ils ne sont pas encore devenus moins chers. Viande, volaille, poisson, pain, lait, café. Et quoi encore? Les sucreries d'un nom. Selon la Banque mondiale, une telle organisation existe sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies aux États-Unis. Il y a une chute massive des prix au 3e et au 4e trimestre de 2026 pour l'énergie et l'agriculture. Ce ne sont pas les produits finis, mais ceux dont ils sont composés. Et ensuite, il y aura aussi des marchandises. Le pétrole, l'essence, le kérosène, le diesel vont baisser de 12%. Si rien ne se passe comme un conflit international, une guerre ou des puits de pétrole incendiés, n'est-ce pas? Les céréales, l'huile et d'autres produits alimentaires et matières premières dits de base baisseront de 5 à 6%. Les voitures, les appareils électroménagers, l'électronique. Mais d'ici l'été 2026, c'est-à-dire au moment de se faire une opinion sur les élections de novembre, aucun changement notable n'est attendu. Et donc, l'équipe de Trump essaiera de faire quelque chose qui remontera le moral des gens. Eh bien, tout d'abord, Trump va envoyer 7 chèques à 2000 adultes, et si je ne me trompe pas, à 600 enfants.
Eh bien, disons qu'il y a une famille, 2 adultes, 2 enfants. Oui, donc cela fait 5200 pour la famille, un cadeau. C'est un très beau cadeau. Ce n'est même pas vraiment un cadeau, c'est ce qu'il dit. Une compensation pour vos dépenses et pour vos devoirs, Trump va réduire les devoirs. Je pense soit maintenant, soit avant Noël ou juste après Noël. Pour 200 types de marchandises, afin de baisser les prix, Trump offrira l'opportunité de les retirer. C'est ce qu'on appelle des quantités à cause de certaines réactions. Le fait est que, vous savez, il y a des taxes fédérales, pour ainsi dire des impôts, disons, fédéraux, sur l'essence, oui. Il peut également appeler les soi-disant États rouges à réduire ou à suspendre temporairement la taxe de vente. De plus, personne ne peut prédire ce que fera le président Trump, car pour prédire ce que fera Trump, il faut avoir son imagination et son talent. Et maintenant, messieurs, abonnez-vous, activez la cloche et attendez les prochaines vidéos. Au revoir.